Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une dynamique psychologique, disons, assez fascinante et particulièrement sombre. Il s'agit de cette capacité qu'a l'esprit humain à transformer une simple monnaie d'échange en un mécanisme de contrôle absolu. Bref, on va décortiquer comment l'argent devient une véritable arme de manipulation massive au sein des relations. La grande question qui se pose d'emblée, c'est de comprendre comment ce glissement s'opère. L'argent, à la base, c'est juste un moyen d'acheter des biens et des services. On est d'accord, mais que se passe-t-il exactement quand cet outil neutre tombe entre les mains d'une personnalité bien spécifique? Comment de simples chiffres sur un écran arrivent-ils à muter en une redoutable arme psychologique? Eh bien, c'est précisément le mystère que cette analyse va dissiper. Pour ça, notre présentation va suivre un parcours en 5 étapes. On va d'abord définir cette fameuse mentalité de pauvreté, pour ensuite voir le passage de la générosité illusoire au contrôle, détailler les tactiques d'exploitation financière, comprendre le terrifiant concept du jeu à somme nulle, et enfin parler des mécanismes pour sortir de ce double labyrinthe. On attaque donc tout de suite avec notre première partie, la mentalité de pauvreté, l'arme cachée. Et là, on touche au grand paradoxe de toute cette dynamique. Parce que le terme mentalité de pauvreté, en réalité, ça n'a strictement rien à voir avec le montant affiché sur un compte en banque. On pourrait légitimement se demander comment une personne extrêmement riche peut-elle avoir une mentalité de pauvre? Eh bien, c'est parce qu'il s'agit d'un gouffre intérieur béant. C'est une faim insatiable qui s'accompagne d'une illusion extrême, une sorte de délire où l'argent des autres leur serait dû par un droit de naissance. C'est pour ça que cette mentalité fuit souvent l'effort pour toujours chercher le raccourci, le fameux argent facile. Conséquence directe, dans ce schéma mental, l'argent n'est absolument jamais perçu comme un simple moyen d'améliorer son quotidien. Pas du tout. L'argent, c'est le pouvoir absolu. C'est l'arme par excellence pour tordre la réalité, asseoir une domination totale et, littéralement, acheter la loyauté de l'autre. En fait, c'est une vision du monde où chaque centime devient une munition. Ce qui nous amène à la section numéro 2. De la générosité illusoire au contrôle. Voyons un peu comment le piège se met en place. Le contraste ici est vraiment saisissant, voire d'une grande violence. Au tout début de la relation, il y a cette phase de générosité totalement théâtrale, ce qu'on appelle très souvent le bombardement d'amour, où rien n'est trop beau. Mais, d'un seul coup, cette façade s'effondre pour faire place à une avarice extrême, froide et calculatrice. C'est un changement de cap tellement brutal que le partenaire se retrouve complètement désarçonné, incapable de comprendre où a bien pu passer cette personne si généreuse des premiers jours. Parce que oui, cette avalanche initiale de cadeaux luxueux et de voyages, ce n'était au fond qu'une immense pièce de théâtre savamment répétée. Ces extravagances servent uniquement d'appât ultra brillant pour ferrer la cible. Et une fois que le piège est refermé, l'illusion disparaît. La générosité laisse immédiatement la place à une comptabilité impitoyable, où la moindre dépense est traquée et où les magnifiques cadeaux d'hier mutent soudainement en levier de culpabilité, prêts à être retirés à la moindre petite contrariété. Passons maintenant à la section 3, les tactiques d'exploitation financière au quotidien. Alors ça, c'est une mécanique particulièrement tordue. C'est ce que la source nomme la dualité de l'abus. D'un côté, il y a une vraie dépendance financière envers le partenaire, mais de l'autre, cette même dépendance déclenche un profond mépris. Le résultat, une atmosphère de confusion psychologique absolue pour le partenaire. D'un côté, on lui reproche de ne jamais en faire assez, et de l'autre, on le méprise ouvertement parce qu'il est la source même de cet argent. C'est un déséquilibre permanent. Concrètement, l'arsenal déployé ici est d'une agressivité inouïe. Ces tactiques sont pensées pour extraire les fonds via la pression pure et l'épuisement total. On parle de créer de toutes pièces des crises dramatiques ou d'inventer des dettes colossales qui exigent un sauvetage dans l'heure. Il y a aussi ces fameuses crises de colère infantile qui, par le plus grand des hasards, ne se calment qu'à coups de transfert bancaire. Le summum de la manipulation consistant à forcer l'autre à s'épuiser au travail tout en confisquant purement et simplement la gestion de ses revenus. Et dans tout cet arsenal, il y a une arme vraiment redoutable, la falsification du futur. C'est le fait de vendre en permanence l'illusion magnifique d'un avenir radieux, avec de massives récompenses à la clé, qui bien entendu n'arriveront absolument jamais. Pourquoi utiliser ça? Tout simplement parce que ces promesses vides agissent comme un écran de fumée parfait pour acheter du temps, drainer toujours plus de ressources et maintenir en vie une fausse mais tenace étincelle d'espoir. Au final, le constat est sans appel. Il n'y a aucune notion de don mutuel ou désintéressé ici. Zéro. Rien n'est jamais vraiment gratuit. On est sur un système de troc de l'âge de pierre où chaque petit geste, la moindre petite attention est méticuleusement comptabilisée comme un investissement stratégique qui exigera très bientôt un retour exponentiel. Ce qui nous plonge dans la partie la plus sombre de l'analyse, la section 4, le jeu à somme nulle. Plongeons au cœur de ce concept franchement glaçant. Dans cet état d'esprit, la relation entière est perçue à travers un seul et unique prisme, un jeu à somme nulle. L'idée même d'une victoire partagée, d'une équipe, ça n'existe pas. S'il y a un gagnant, il doit obligatoirement y avoir un perdant total. Le score doit toujours s'équilibrer à 0. C'est là qu'on dépasse la simple et classique cupidité.
L'objectif ultime, ce n'est même pas d'amasser le plus d'argent possible pour soi, c'est vraiment de s'assurer que le partenaire soit dépouillé de tout. La moindre réussite financière du partenaire est vécue comme une insulte, une personnelle insupportable. L'obsession est tellement poussée que cette personne pourrait aller jusqu'à donner de l'argent à de parfaits inconnus, avec pour seule et unique motivation de s'assurer que son propre partenaire ne l'aura pas. L'enrichissement personnel passe au second plan, derrière la ruine de l'autre. Et ce qui fait froid dans le dos, c'est la justification interne de ces actes. Tromper, mentir ou dépouiller son partenaire n'est absolument pas vu comme un échec moral. Au contraire, c'est rationalisé. C'est perçu comme la preuve indéniable de leur propre intelligence supérieure. La logique interne est implacable. Si quelqu'un se laisse duper, c'est que la loi ne protège pas les imbéciles. Autrement dit, c'est de sa faute. Enfin, terminons sur une note de résolution avec notre dernière partie, la section 5, sortir du double labyrinthe. Pour s'en sortir, il faut visualiser le piège tel qu'il est vraiment. Un labyrinthe caché à l'intérieur d'un autre labyrinthe. Les données de l'analyse sont très claires. Il est complètement impossible de régler le problème de l'extraction financière, le labyrinthe extérieur, sans affronter d'abord la manipulation et les vulnérabilités émotionnelles qui forment le labyrinthe intérieur. On ne peut pas stopper l'hémorragie financière si on reste captif émotionnellement. Le point crucial à intégrer, c'est de réaliser que l'argent, depuis le premier jour, n'a jamais été la vraie finalité. Ce n'était que l'outil. Le drainage financier constant n'était que le symptôme d'une entreprise de démolition beaucoup plus grave. Le démantèlement méthodique de l'identité fondamentale du partenaire, de son estime de soi et de son indépendance profonde. Et cela nous amène à cette réflexion finale qui, avouons-le, change pas mal de choses. Dans ce contexte très précis, la notion même de victoire se redéfinit. Et si la vraie victoire, ce n'était finalement pas de se battre pour récupérer jusqu'au dernier centime? Et si gagner signifiait tout simplement avoir la force de se lever, de quitter définitivement la table de jeu et de redécouvrir l'identité et la force qui existaient bien avant que toute cette folie ne commence? C'est une perspective assez puissante sur laquelle il y a matière à réfléchir.